Quelles sont les modifications de l'organisme lors d'un effort? Vous avez tous constaté que lorsque vous mettez à courir, votre rythme cardiaque va augmenter, votre rythme respiratoire va augmenter également. On va transpirer, tout simplement parce que votre température corporelle va augmenter également. On a donc, lors d'un effort physique, une augmentation du rythme cardiaque, qu'on va mesurer par le pouls, au niveau de la trachée, au niveau du poignet, on peut faire les deux, attention pas avec le pouce, une augmentation du rythme respiratoire et une augmentation de la température. Alors, lien entre température et transpiration. Eh bien, lorsque vous voulez refroidir un objet, le moyen le plus rapide, c'est de verser de l'eau dessus. C'est le principe de la transpiration. Son objectif est de diminuer la température du corps. Pour quelles raisons notre organisme subit-il ces modifications? Eh bien, lorsque vous faites un effort physique, vos muscles, qui sont responsables du mouvement, vont devoir agir de manière plus intense. On constatera alors qu'ils vont consommer plus de dioxygène, plus de nutriments, surtout sous la forme de glucose, et qu'ils vont rejeter plus de dioxyde de carbone. On observe ces échanges entre ces muscles et le sang. Le glucose va être transformé en énergie utilisable par le muscle, puisque lui-même n'est pas utilisable directement, à l'aide du dioxygène. Mais comme toute conversion énergétique, il va y avoir une perte sous forme de chaleur. C'est cette perte sous forme de chaleur qui est à l'origine de l'augmentation de température lors d'un effort. Votre corps fonctionnant mieux à 37 degrés, eh bien, des mécanismes vont se mettre en place pour que cette température n'augmente pas trop. C'est la place de la transpiration. Comment obtient-on le dioxygène dont l'organisme a besoin? Eh bien, vous avez appris au primaire que respirer, c'est inspirer, faire rentrer de l'air, ou expirer, rejeter de l'air. Ces deux mécanismes sont permis par les muscles de la respiration. Concrètement, lorsque vous inspirez, les muscles de votre cage thoracique se contractent, votre diaphragme va s'abaisser, ce qui va augmenter le volume de la cage thoracique et faire rentrer de l'air. Attention, c'est l'augmentation du volume qui fait rentrer l'air, ce n'est pas l'entrée d'air qui fait augmenter le volume de la cage thoracique. À l'expiration, au contraire, ces muscles vont se relâcher, le diaphragme va remonter, l'air va être chassé, ce sera l'origine du fait qu'on expire. Donc, maintenant, on va aller à un niveau supérieur. Dans cet air qu'on inspire, il y a une certaine quantité de dioxygène, 21%. Eh bien, cet air va passer par les fosses nasales, la trachée, les bronches, les bronchioles, et arriver jusqu'à de petits organes qu'on appelle les alvéoles pulmonaires. Alors, ces alvéoles sont très nombreuses et elles sont parcourues par une quantité très importante de petits vaisseaux sanguins qu'on appelle des capillaires sanguins. Ces capillaires arrivent au niveau des alvéoles avec une quantité faible de dioxygène. Donc le dioxygène de l'air contenu dans les alvéoles va traverser leur paroi, celle-ci est très fine, et passer dans le sang. Au contraire, ce sang contenu dans les capillaires sanguins, lui va contenir beaucoup de dioxyde de carbone. Eh bien, le dioxyde de carbone va faire l'inverse, il va passer du sang vers l'air des alvéoles. Lors de l'expiration, cet air est donc appauvri en dioxygène, attention il en reste quand même encore, enrichi en dioxyde de carbone, ce qui fait que l'air que vous allez rejeter sera un air plus riche en dioxyde de carbone et plus pauvre en dioxygène. Comment notre organisme obtient-il les nutriments dont il a besoin? Mais on ne consomme pas des nutriments, on consomme des aliments. Ces aliments sont des molécules complexes qu'on ne pourra pas utiliser telles quelles. Ils vont dans un premier temps être mastiqués par les dents, vous connaissez tous ce phénomène, et englobés de salive. Alors ce phénomène va permettre de fractionner les aliments en plus petits morceaux qui seront donc plus facilement digérés. Ils vont traverser ensuite sous forme d'un bol alimentaire l'œsophage, arriver dans l'estomac. Au niveau de l'estomac, ils vont subir l'action des sucs gastriques qui vont accélérer encore cette digestion. Le bol alimentaire va ensuite passer dans l'intestin grêle, où là, une série de molécules qu'on appelle des enzymes digestives vont fractionner les molécules encore complexes des aliments en molécules utilisables qu'on appelle des nutriments. Ces nutriments vont se retrouver dans les villosités intestinales qui est tapissée de replis très importants, replis qui sont très riches en capillaires sanguins et dont la surface est très fine. Les nutriments vont traverser de l'intérieur de l'intestin grêle jusqu'au sein des capillaires sanguins en passant par cette paroi très fine. Ces nutriments vont donc être transportés par le sang jusqu'aux organes.
la partie des aliments qui ne va pas être digérée va s'accumuler dans le gros intestin. À ce niveau-là, elle va subir une déshydratation. Le corps a besoin de récupérer de l'eau. Les aliments non digérés, dont on aura récupéré l'eau, seront rejetés dans les excréments. Nous avons vu que les nutriments sont captés au niveau de l'intestin. Le dioxygène est capté au niveau des poumons. Et les deux sont utilisés au niveau des organes. Il faut donc relier tous ces organes entre eux. Eh bien, ce lien se fait par ce qu'on appelle les vaisseaux sanguins. Le sang circule dans l'organisme, dans un seul sens. Il est mis en mouvement par un organe, qui est un muscle creux qu'on appelle le cœur. Ce muscle est composé de deux parties. Le cœur droit va envoyer le sang vers les vaisseaux sanguins qui amènent aux poumons. Ces vaisseaux sanguins qui vont du cœur vers les organes, ce sont des artères. Donc dans le cas des artères pulmonaires, eh bien, on va mener un sang pauvre en dioxygène vers les poumons. Ce sang va revenir vers le cœur par les veines pulmonaires. Il sera donc enrichi en dioxygène. Les échanges entre le sang et les organes se font au niveau d'un troisième type de vaisseaux sanguins, les capillaires sanguins, qui sont de tout petit diamètre et qui seront la zone de l'échange. Le cœur gauche, en revanche, lui, va envoyer le sang vers l'ensemble des organes. C'est la raison pour laquelle sa paroi musculaire est plus épaisse, car il a à faire un trajet plus important. Alors attention, quand je parle de cœur gauche et de cœur droit, ce ne sont pas deux cœurs, c'est un cœur qui est composé de deux parties. Ce sang va donc passer par des artères qui vont aller vers les organes. Il est riche en dioxygène, mais pas encore enrichi en nutriments. La partie sanguine qui va passer au niveau de l'intestin va s'enrichir en nutriments. Et comme le sang circule, ces nutriments vont être amenés ensuite dans tous les organes. Les organes fabriquent également des déchets. Et ces déchets doivent être éliminés. Alors, déchets qu'on connaît déjà, le dioxyde de carbone, mais également l'urée et l'acide urique. Deux mécanismes permettent d'éliminer ces déchets. Dans le cas du dioxyde de carbone, eh bien, il est éliminé au niveau des poumons. Lorsque le sang arrive au niveau des poumons, le dioxyde de carbone passe dans l'air alvéolaire et est chassé lors de l'expiration. Dans le cas de l'urée et de l'acide urique, ce rejet se fait au niveau des reins. En fait, les reins vont filtrer le sang. Le sang arrive, il est chargé en urée et en acide urique. Ces deux éléments vont traverser le rein, ils vont être envoyés vers la vessie. Ce qui fait que le sang qui sort des reins va être plus pauvre en urée et en acide urique que le sang qui est entré. Lorsque la quantité d'urée et d'acide urique vont être suffisamment importantes dans la vessie, alors attention, cette urée et cet acide urique vont se mélanger à de l'eau pour former l'urine. Eh bien, les deux vont être rejetés dans l'urine.